Halte dans le sud de la France, dans le département du Lot plus précisément. Mais cette fois, nous sortons quelque peu des sentiers battus que sont Rocamadour ou le gouffre de Padirac. Ce que nous débutons ici, c'est un chemin détourné parmi les plus beaux villages du Lot. Et il suffit en effet de parcourir ce département pour que le regard soit sans cesse accroché par ces villages. Ce patrimoine préservé aujourd'hui encore. Exemple à Carinac, sur les bords de la Dordogne, une rivière ô combien importante pour le commerce, et ce dès le Moyen-Âge et jusqu'au début du XXe siècle. Ça permettait en particulier de descendre sur les gabarres, ces bateaux à fond plat, de descendre du bois, principalement du chêne et du châtaignier. Et à la remonte, on rapportait de l'Atlantique, bien sûr, du sel, qui était une denrée très consommée, pour entre autres pour la conservation de la viande, du poisson. En remontant vers le village, c'est tout un pan d'histoire qui s'offre à nous. Une découverte d'un patrimoine religieux exceptionnel. Voilà, nous sommes rentrés dans le prieuré des moines et nous sommes donc en face de l'église qui est l'édifice le plus ancien de l'ensemble du prieuré, avec ce remarquable tympan roman qui a été sculpté dans la première moitié du XIIe siècle. Quand on continue notre chemin, sur la droite de la cour, vous aviez la grange, le cellier, le cuvier, le four, là où on conservait finalement les nourritures terrestres des moines. Et sur la gauche de la cour, vous aviez autour du cloître donc tous les bâtiments monastiques nécessaires à la vie en communauté de ces moines. Donc on avait la salle capitulaire, le réfectoire, dortoir, scriptorium, chauffoir, cuisine, et également les appartements du doyen qui se trouvaient à l'emplacement de l'actuel office de tourisme. Alors il faut se perdre dans les ruelles à Carinac pour découvrir des petits jardinets, des maisons qui ont été restaurées récemment et qui redonnent vraiment de la valeur à ce petit village. Il y a véritablement une prise de conscience également des habitants du patrimoine qu'ils ont entre leurs mains, et donc ils ont tous à cœur de le valoriser et puis de l'entretenir. Cette prise de conscience, on la retrouve également à Cardaillac. Parmi les grands défenseurs du patrimoine de cet ancien fort protestant, il y a Anne Image et son époux, deux amoureux du village, deux passionnés qui, en quelques années, ont réussi à acheter plusieurs maisons typiques pour en faire un musée éclaté qui nous permet de revenir parfois quelques années en arrière, de redécouvrir les modes de vie d'antan, comme ici, dans la maison du Sémalier. On a donc une maison qui est là avec uniquement 2 pièces. Une chambre, une cuisine, le cantou. Donc le seul point de chaleur, c'est le cantou, c'est la cheminée. Mais en même temps, si on faisait une grande flambée, eh ben on ne pourrait pas y être. Mais ça implique donc une économie de bois aussi. Et ça, je crois que c'est important quand même. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à gaspiller quoi que ce soit. Ici, vous savez, tout est économie. Alors, vous avez là une chose que vous n'avez pas vue partout ailleurs non plus, un joug pour porter les seaux d'eau. Et c'est un joug d'enfant, vous voyez, qu'il est matelassé. Voilà. Alors, on va porter les seaux, on va les poser effectivement dans l'évier. Et là, le sommet de l'économie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se servir de cette louche à manche tubulaire, n'est-ce pas, que l'on appelle la poêle. En redescendant vers le centre du village, Annie nous ouvre les portes d'un autre lieu symbolique. Voilà le Saint-Messac. Voilà l'école des garçons, en fait. Et la municipalité, en 1864, a acheté cette bâtisse pour installer une salle de classe pour les garçons. Et en 1867, une réunion du conseil municipal se penche sur le problème des filles. Et là, levée de bouclier, on ne veut pas scolariser les filles. Donc en 1971, la première école pour les filles s'ouvre. Elle s'ouvre à l'opposé du village, garçons et filles étant nettement séparés, là. On a eu effectivement des dons aussi, de livres, de cahiers,
On a retrouvé des matériaux qui étaient dans l'école actuelle, les cartes, le tableau des mesures ici, par exemple, viennent du grenier de l'école. Une école qui avait été envahie par les souris. À quelques kilomètres de là, c'est un autre visage du Lot qui se présente à nous. Celui d'une région soucieuse de la préservation de sa gastronomie et de ses produits de terroir. C'est le cas ici au moulin d'huile de noix de Martel, une histoire familiale commencée il y a 30 ans de cela. À l'étage du moulin, une auberge tenue par Marie-Claude Castagnet propose aujourd'hui une cuisine authentique et simple. Un petit peu de melon, du magret séché maison, c'est-à-dire des magrets de canard que je sale comme un jambon et que je fais sécher, quelques noix, la vinaigrette à l'huile de noix, bien entendu, un peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et bien sûr, cerise sur le gâteau, le rocamadour, que l'on peut servir froid ou tiède avec un petit peu d'huile de noix et un joli cerneau de noix. Le rocamadour, fierté de la région, fierté de ses producteurs. Il faut dire que ce fromage de brebis se retrouve sur toutes les tables et on l'apprécie avant tout pour sa douceur et son aspect gourmand. C'est des fromages qui ont minimum 6 jours d'affinage, 6-7 jours d'affinage. Après, quand on vend à un consommateur final, on cherche à avoir un fromage beaucoup plus crémeux. Donc là, on essaye de le garder 4 à 5 jours de plus que lorsqu'il s'en va en grande distribution. Donc c'est un fromage qui a une quinzaine, 10 à 15 jours d'affinage. Alors c'est un fromage qui peut se manger nature, tout simplement comme le fromage, avec un bon Cahors, bien sûr, puisqu'on est dans le Lot. Ou alors un vin, c'est un fromage relativement doux, mais qui aime bien le vin relativement tannique. Et après, il y a certains clients qui le boivent aussi avec du vin blanc. Après cette halte gastronomique, nous retrouvons un formidable conteur qui nous emmène à la découverte des rues de sa petite ville Martel. Un lieu qui connaîtra plusieurs âges d'or grâce au commerce du sel bien entendu, mais aussi du textile et de la truffe au début du XXe siècle. Il n'était pas rare que lors des foires de janvier ou de décembre, donc en plein hiver, eh bien, on récoltait et on vendait ici à Martel 20 tonnes de truffes. La ville, paraît-il, était sous le charme de la truffe, à la fois pour le goût, mais surtout pour l'odeur, car c'est une odeur assez capiteuse. Donc vous avez ici des mesures à grains. Ces mesures à grains étaient utilisées de la manière suivante. On remplissait la mesure, donc, ici. Quand elle était pleine, on mettait un petit coup de règle dessus. On récoltait soigneusement les grains qui étaient tombés. Et ensuite, on mettait le sac qu'on accrochait à ces 2 crochets-là. On ouvrait, ici. Le fond est en pente, et donc, on remplissait le sac. Vous aviez des mesures de 10 litres, 20 litres, 50 litres et 100 litres, 1 hectolitre. Et tous les jeunes de Martel se sont cachés un jour dans la grande mesure à hectolitres. C'était mon cas, mais maintenant je suis bien sûr du mal. En poursuivant notre visite dans les ruelles de la ville à la couleur de pierre bien particulière, nous nous arrêtons ensuite devant une porte, elle aussi préservée. Les portes ont des histoires. Vous êtes ici devant donc, la porte qui permet d'accéder à un hôtel particulier. Hôtel particulier qui appartenait à un magistrat. Vous pouvez voir donc la façade austère. Ce qu'a de particulier cette porte, c'est que le heurtoir est très haut. Alors pourquoi? Eh bien, parce que les gens arrivaient à cheval, on ouvrait la porte, ils rentraient dans la cour, et pour protéger les portes des éventuelles ruades des chevaux, on a mis des clous, vous voyez, qui sont encore présents de nos jours. Si Martel vit aujourd'hui au rythme bien paisible d'une bourgade de province, il n'en a pas toujours été ainsi. Terre convoitée durant plusieurs siècles, elle porte aujourd'hui encore certaines traces de la domination anglaise sur la ville. Vous avez ici, donc, sous la gargouille, un écusson. C'est un écusson allégorique qui représente un animal qui est en train de manger une plante. L'animal, c'est le léopard anglais. La plante, c'est la fleur de lys, c'est le roi d'Angleterre qui essaie de manger le royaume de France au cours de la guerre de 100 ans. On les aime bien, les Anglais, ici? Oui, on les aime, oui, on en a beaucoup. Il y a qu'à rugby où des fois on n'est pas toujours d'accord. Nous quittons Martel pour une dernière halte, un dernier rendez-vous dans un de ses plus beaux villages de France, Loubresac.
Un village, lui aussi préservé, entre autres, et c'est étonnant, grâce à la misère qui touchera la région. En fait, ces villages ont été abandonnés pour la plupart après le phylloxéra qui a détruit toutes les vignes et qui a entraîné un exode rural massif. Donc, ils ont été à l'abandon pendant 60 à 80 ans. Et quand ils ont été restaurés à partir des années 70-80, ben, les soucis de préoccupation, les préoccupations en matière de patrimoine et tout ça étaient déjà bien présentes. Hein. Donc, les restaurations ont été remarquablement menées dans à peu près tous les villages du secteur. En fait, vous voyez, ces villages, qui étaient souvent installés plus bas dans la vallée, sont montés sur les éperons rocheux pour se protéger à partir de la fin du XIIe au XIIIe surtout. Vous voyez l'épaisseur du rempart. Et vous avez ici des trous barillés dans lesquels venaient se loger des barres de chêne qui bloquaient les portes pour éviter une intrusion. Et nous sommes au-dessous d'un local des gardes, en fait. Regardez là. Quand on est dans le prolongement de la porte, exactement face à la porte, on a une petite canonnière aménagée au XVIe dans la base de cette tour pour recevoir les intrus. Hein. Pendant les guerres de religion, ça a été une période difficile. Au-delà de ses aspects guerriers, Loubresac se caractérise également par une architecture typique. Les formes de maisons et de toitures imposées par les essences de bois régionaux servant à la construction. On est dans des régions de cosses calcaires, les arbres sont petits, donc les maisons font très rarement plus de 5 mètres de large. Et donc comme elles sont peu larges, on fait des toits à très forte pente, d'une part parce qu'on récupère du volume où on va pouvoir faire sécher les noix, sécher les prunes, etc. Et d'autre part parce qu'à l'époque, il n'y a pas de gouttière sur les toitures. Hein. Et donc, on va donner à ces toitures une forte pente, et à la base, elles sont évasées, on appelle cela des coyots, ce qui permet en cas de pluie de rejeter l'eau très loin des façades et de ne pas abîmer les murs des maisons, hein, qui n'avaient pas des crépis solides comme aujourd'hui à l'époque. Hein. C'est avec cette dernière vue sur le village voisin d'Autoire que nous quittons le Lot. Un village et un vallon entièrement classés au début du XXe siècle. Une halte qui, elle aussi, mériterait un détour. Un prochain rendez-vous donc.